Imaginez un instant une créature. Une créature de 5 kilos, avec 100 000 bouches et 1 million de pattes, mais sans cerveau central. Non, non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est tout simplement une colonie d'abeilles. Et aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette entité incroyable pour comprendre comment elle arrive à fonctionner comme un seul et même être vivant. Quand on regarde cette image, qu'est-ce qu'on voit? Des milliers d'abeilles, c'est sûr. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est juste une foule d'individus ou est-ce qu'on est en train de regarder les cellules d'un seul et même organisme beaucoup plus grand? C'est vraiment la question centrale qui va nous guider tout au long de cette analyse. Pour mettre un mot là-dessus, les scientifiques parlent de super-organismes. L'idée est simple mais puissante, une colonie, c'est bien plus que la somme de ses membres. Ça fonctionne vraiment comme un seul corps. Alors ce qu'on va faire, c'est explorer l'intérieur de ce corps pour voir comment il arrive à prendre des décisions, et des décisions intelligentes, sans chef, sans commandement central. Voilà la définition un peu plus formelle. Le mot-clé à retenir ici, c'est synergie. Chaque insecte, pris séparément, est un individu. Mais c'est l'ensemble de leurs interactions qui crée quelque chose de totalement nouveau, de bien plus puissant. Et ça, c'est le super-organisme. Une entité unique qui agit, se protège et survit comme un seul être. Ok, tout corps vivant doit pouvoir se défendre contre les maladies, c'est la base. Mais un super-organisme, comment il fait? Il n'a pas de globules blancs qui circulent? Non, il a quelque chose de bien plus fascinant en fait, un système immunitaire social. Et tout repose sur le comportement de chaque membre de la colonie. Alors, un des mécanismes de base de cette défense, ça s'appelle le polyéthurisme temporel. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est brillante. En gros, c'est la division du travail selon l'âge. Les plus jeunes abeilles restent bien au chaud à l'intérieur, elles s'occupent du nid, et ce sont les plus âgées qui prennent les risques, en sortant pour butiner. C'est une façon très maligne de protéger le cœur de la colonie, là où se trouvent la reine et les larves. C'est une sorte de première ligne de défense. Bon, mais que se passe-t-il si un pathogène réussit quand même à passer cette première barrière? Qu'est-ce qui arrive à l'abeille qui tombe malade? On pourrait penser qu'elle va se mettre en retrait, se reposer, mais pas du tout. Ce qui se passe en réalité est bien plus surprenant et incroyablement stratégique. Avant tout, il faut bien voir l'ampleur du problème. Les études sont claires. Les pathogènes, ça réduit drastiquement la durée de vie d'une abeille. Une abeille saine, elle vit en moyenne 26 jours. Si elle est infectée par un virus, pouf, ça tombe à 17 jours. C'est donc une menace très sérieuse pour l'individu. Ok, et c'est là que ça devient contre-intuitif. Face à cette mort qui approche, l'abeille malade ne se met pas au repos, bien au contraire, elle accélère son cycle de vie. Normalement, une abeille commence à butiner vers 14 jours. Eh bien, une abeille infectée, elle commence dès l'âge de 8 jours. Elle se jette littéralement dans le travail le plus dangereux, le plus risqué. Et cette citation nous donne la clé. Pourquoi ce comportement? En fait, c'est une sorte de suicide pour le bien de la colonie. En devenant butineuse plus tôt, l'abeille malade s'éloigne volontairement du centre de la ruche, là où sont la reine et les jeunes larves, qui sont les plus fragiles. Son dernier acte, c'est de mourir dehors, loin de la maison, pour protéger le reste de sa famille. C'est l'individu au service du super-organisme. Et ça ne s'arrête pas là. Ce changement de comportement est plus complexe. Les abeilles malades se nettoient plus souvent elles-mêmes. Mais, et c'est là que c'est fascinant, les autres abeilles, celles qui sont en bonne santé, viennent aussi les toiletter plus souvent. C'est comme s'il y avait une reconnaissance sociale de la maladie. Ces contacts, même s'ils semblent risqués, font en fait partie d'un système de détection et de gestion de l'épidémie à l'échelle de toute la colonie. Alors on vient de voir comment le super-organisme se défend. Voyons maintenant comment il se nourrit et comment il communique. Parce que s'il a un système immunitaire, il lui faut aussi une sorte de système circulatoire, quelque chose pour faire passer la nourriture et les informations partout. Et ce système a un nom, la trophélaxie. En gros, c'est le partage de nourriture liquide, directement d'un individu à un autre. Mais attention, on va voir que ce qui est échangé pendant ce contact, c'est bien plus que de la simple nourriture. C'est un comportement très répandu chez les insectes sociaux. On le voit très bien ici chez les abeilles, qui font du bouche à bouche, et aussi chez les termites. Et même si ça a l'air d'être la même chose, ce qu'ils partagent, et surtout la manière dont ils le font, eh bien ça révèle des différences énormes entre ces deux super-organismes. Et c'est là qu'on arrive au détail à la fois fascinant et un peu surprenant. Les abeilles, c'est simple, c'est du bouche à bouche. On appelle ça la trophalaxie stomodéale. Les termites, par contre, c'est de l'anus à la bouche. C'est la trophalaxie proctodéale. Et cette différence, ce n'est pas juste un détail bizarre, c'est absolument essentiel à leur survie. Chez les abeilles, la tropholaxie, c'est un peu l'Internet de la ruche. C'est un réseau d'informations ultra rapide. Bien sûr, elles partagent le nectar, mais elles partagent aussi le goût, l'odeur d'une source de fleurs qui vaut le coup. Du coup, toute la colonie sait, quasiment en temps réel, où se trouve la meilleure nourriture du moment. Pour les termites,
c'est encore plus fondamental. C'est une question de vie ou de mort. Pour digérer le bois, ils ont besoin de microbes très spécifiques dans leur intestin. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils mutent, ils perdent ces microbes. Ils doivent donc être réinfectés par les autres, et c'est à ça que sert la trophalaxie proctodéale. Ils se partagent littéralement la capacité de se nourrir. Mais ils s'échangent aussi des hormones, qui vont décider si un jeune termite deviendra un ouvrier ou un soldat. On le voit bien, la trophalaxie, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un simple partage de repas. C'est à la fois le système circulatoire et le système nerveux du superorganisme. C'est ce qui fait circuler l'énergie, l'information et même les outils biologiques indispensables à la survie de tous. Alors maintenant, on va assembler toutes les pièces du puzzle. D'un côté, on a un système immunitaire social qui protège, de l'autre, un système circulatoire social qui nourrit et qui informe. La grande question, c'est comment tout ça, mis ensemble, peut créer une intelligence collective sans qu'il y ait un chef pour donner les ordres. La réponse, c'est que l'intelligence émerge de la simplicité. C'est ça le secret. Chaque individu suit des règles de base toutes simples, du genre « je suis malade, donc je vais dehors » ou encore « je partage le goût de ce que j'ai trouvé ». Et quand des dizaines de milliers d'individus appliquent ces petites règles en même temps, leurs actions se propagent dans toute la colonie via les réseaux sociaux. Et de ce qui pourrait ressembler à un chaos d'actions individuelles, eh bien il émerge une intelligence collective, une stratégie complexe et parfaitement adaptée. En fait, il faut voir ça comme ça. Il n'y a pas de chef d'orchestre. La colonie, c'est un peu comme un immense programme informatique décentralisé. Chaque insecte exécute une petite ligne de code. Et ce logiciel, au fond, c'est l'ensemble de leurs comportements, de leurs instincts. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. On a tendance à penser que l'intelligence, c'est forcément centralisé, que ça se passe dans un cerveau. Mais le superorganisme nous montre qu'il existe une autre voie, une intelligence distribuée, sans centre, qui émerge de l'interaction. Et si finalement l'intelligence n'était pas quelque chose que l'on possède, mais plutôt quelque chose qui se produit, qui émerge quand plein d'éléments simples interagissent de la bonne façon.